D'habitude, je ne m'occupe pas trop de répondre aux critiques aberrantes que je lis sur mon sujet. Des gens racontent n'importe quoi et pourquoi pas, hein, si ça leur fait plaisir. Donc d'habitude, je ne m'en occupe pas, mais dans cette vidéo, je me suis un petit peu amusé à répondre aux différentes critiques que j'entends sur mon sujet. Et donc voilà, si vous détestez mon travail, je vous invite à regarder la vidéo entièrement, car par-ci par-là, je réponds aux critiques. Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu à la cool. Je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées. J'avais fait une petite vidéo pour, entre guillemets, vous dire merci pour les 400 000 abonnés que l'on est maintenant sur cette chaîne, c'est incroyable. Vous souhaitez une bonne année et bref, je vous ai demandé aussi de poser quelques questions et puis j'ai évidemment reçu beaucoup trop de questions pour que je puisse répondre à la totalité d'entre elles, mais j'en ai quand même sélectionné une certaine quantité. Bon, j'ai classé les sujets par catégorie, je vais essayer de répondre assez vite, hein, je suis désolé. En vrai, quand j'ai vu les questions, je me suis dit ah oui, mais là ça mériterait que je développe énormément chaque sujet. Alors je verrai si les sujets vous intéressent. Dans les commentaires, vous me dites s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Je pourrais faire des vidéos consacrées uniquement à ce sujet pour pouvoir développer. Parce que là j'ai peur qu'en faisant des réponses courtes, même si là je suis en train de faire beaucoup de blabla pour rien. Bref, j'ai peur qu'en faisant des réponses courtes, je sois mal compris parce que je me suis mal exprimé et que tout ne soit pas complet. Et donc peut-être que je refais des sujets sur des sujets, des vidéos sur des sujets bien précis. Mais en tout cas, je vais essayer de répondre rapidement, quitte à faire des réponses incomplètes et peut-être à côté de la plaque, mais je vais essayer de ne pas être trop à côté de la plaque. Donc j'ai rangé tout ça par catégorie. Première catégorie, c'est l'autonomie et le village. Donc, première question. Est-ce que tu te sens confiant par rapport au futur? Penses-tu pouvoir affronter les périodes difficiles, crises économiques, épidémies, catastrophes naturelles, etc., qui risquent d'être de plus en plus fréquentes? Donc, est-ce que je me sens confiant par rapport au futur? Ça dépend de mon état d'esprit, mais disons que de manière générale, je suis comme tout le monde, je suis quelqu'un de complexe, je ne suis pas que confiant ou que pessimiste, hein, je suis un peu tout ça, un peu comme tout le monde, on est tous des êtres complexes. Mais disons que pour répondre simplement, je dirais que je fais l'effort d'être optimiste. Pour moi, c'est un effort que je fais, je me prends en main et je fais en sorte d'être optimiste. J'ai l'impression que ce serait simple pour moi d'être pessimiste, hein. Il suffirait que je m'assoie sur un canapé et que je mette une chaîne d'informations en boucle, que je regarde les informations sur la planète pour que je sois déprimé, pessimiste et que je me dise tout est foutu, en plus les gens ils sont débiles. Donc ça serait très facile pour moi de penser comme ça. Et donc c'est pas du tout, je pense que c'est pas que pour moi d'ailleurs. Et du coup c'est pas du tout ce que j'ai envie d'être, c'est pas envie d'être cette personne-là aigrie sur son canapé qui regarde le monde en se disant que tout est foutu et que tout le monde est nul. Donc je fais l'effort d'être optimiste, je vois le bon côté des choses et le fait d'être optimiste, ça me permet de faire des petites actions concrètes qui me semblent améliorer les choses. Quand on plante un arbre, quand on plante une tomate, quand on fait un nichoir à oiseaux, il me semble que ça améliore les choses et ça rend heureux. Donc voilà, je fais l'effort d'être optimiste. Penses-tu pouvoir affronter les périodes difficiles, crise économique, épidémie, catastrophes naturelles, etc. Là, j'en sais rien, ça dépend qu'est-ce qui va nous tomber sur la tronche, hein, effectivement. Donc si ça continue comme ça, je pense que je peux survivre au monde qui a l'air de se dégrader doucement, doucement, j'ai l'impression. Parce que j'ai fait en sorte de créer un biotope qui entoure ma famille, qui soit assez résilient. Après, s'il y a une épidémie meurtrière qui arrive chez moi, je vais mourir comme tout le monde. S'il y a une catastrophe, si je me prends une météorite sur la tronche, j'ai rien prévu pour résister à ça. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on entend comme catastrophe. Je fais au mieux pour m'adapter. Voilà, je vois que le monde, par certains aspects, se détériore, par beaucoup d'aspects se détériore. Je fais en sorte de m'adapter à cette détérioration planétaire ou même locale, peu importe. Mais en même temps, je ne suis pas prêt à tout, hein. Et donc voilà, j'espère répondre à la question. Et que penses-tu des éco-villages, de la vie en collectivité? Aurais-tu aimé participer à ce genre de projet ou préfères-tu des systèmes plus individuels? Éco-village, je vais rebondir sur le terme de éco-village. Moi, je vis dans un village. Et du coup, je pense que c'est une formule qui me convient très bien. Le format village est un format qui me convient très bien. Il me semble que c'est un format qui a fait ses preuves. On est chacun chez soi et en même temps, on vit tous dans une même commune et donc on peut tous s'entraider, on peut tous avoir des échanges les uns avec les autres et en même temps, on peut tous garder notre intimité. On peut ne pas se voir quand on n'a pas envie de se voir. Donc voilà, le format village me convient bien. Moi, je vis dans un village, c'est pas spécialement un éco-village, même si j'essaye de faire en sorte qu'il soit le plus éco possible et qu'on est nombreux dans ce village à essayer de faire en sorte qu'il soit le plus éco possible.
concrètement, dans ce village, il n'y a pas que des gens écolos, donc c'est juste un village en fait. La vie en collectivité, ça dépend ce qu'on appelle la vie en collectivité. Moi, pour avoir expérimenté pas mal de choses, je sais que je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime avoir mon intimité, mon indépendance, ma solitude. J'aime beaucoup ma solitude en fait. Moi, quand je suis seul, je ne suis pas triste. Seul, pour moi, ça me régénère. Du coup, j'ai pas envie d'avoir une cuisine collective où on cuisine tous dans la même pièce. J'ai pas envie d'avoir un salon collectif où on est tous ensemble, mélangés en permanence avec des gens qui ne sont pas, ma famille proche en fait. Donc voilà, ça me convient très bien de ne pas participer à ça. Beaucoup de collectifs ont des difficultés, parce que les relations humaines, c'est quand même assez difficile. Donc c'est pour ça que j'en reviens à mon format village qui me semble être un format plus facile à gérer. C'est plus facile de vivre dans un village que tous ensemble dans la même maison, il me semble, pour les expériences que j'ai pu voir en tout cas. Et puis je vis en fait dans une forme de collectivité, c'est-à-dire que moi je ne vis pas du tout seul. Ma façon de penser, elle est en mode famille. J'ai une compagne et 2 enfants, et ce groupe de 4 personnes, on est pour moi une petite collectivité, et du coup c'est en termes de cette petite collectivité que je réfléchis toutes mes actions. Du coup dans cette collectivité on a une cuisine commune, on a un salon commun, etc. Donc voilà, j'ai une petite communauté qui s'appelle la famille rapprochée, et je vis dans un village qui n'est pas si éco que ça, mais qui tend à le devenir. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ma question concerne les liens que tu as pu établir avec les habitants de ton village. A-t-il été possible de développer des modes de coopération, de proximité avec les autres habitants? Et si oui, sur quel type de projet ou d'action? Alors clairement, je vis en lien avec les gens de mon village, hein. C'est mon quotidien. Donc en fait, c'est comme dans tous les villages. Si un voisin qui a un petit souci, je vais essayer de l'aider, c'est autant que possible, hein. J'ai pensé à quoi? J'ai marqué une voiture qui tombe en panne, je vais essayer de venir pour dépanner la voiture. Une vache qui s'est échappée ou un âne qui s'est échappé d'une clôture, je vais faire en sorte de récupérer l'âne, d'appeler le propriétaire pour gérer ça. Donc c'est des tout petits détails. Après, ce qu'on fait, nous, comme moi, je produis beaucoup de légumes, beaucoup trop de légumes, hein. Pour notre famille, on n'est que 4 et je produis, vous avez vu, largement trop de légumes. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait de temps en temps, on met des petits systèmes en place de dons de légumes pour les gens du village, qui n'ont, les anciens notamment, qui font plus leur potager ou des choses comme ça. Donc, on a pu donner beaucoup de courges, beaucoup de laitue, enfin des légumes en tout genre, courgettes, etc. Donc, on a essayé de se créer ce lien-là. C'est un lien ce qui permet, les gens ne sont pas forcément, n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc les légumes, des légumes bio notamment, mais ça ils s'en fichent souvent que ce soit bio, mais des légumes ça coûte un peu cher, et du coup le fait de pouvoir donner mes surplus, moi ça me rend heureux en fait, hein. C'est un acte égoïste, hein. Je suis content de ne pas gaspiller mes légumes, et puis les gens du village sont contents d'avoir des bons légumes produits sur le village, donc ça c'est chouette, des trucs comme ça. Pareil pour les œufs, hein, on donne pas mal d'œufs, parfois on les vend, parce que c'est quand même pas toujours évident. En fait, pour quelqu'un, c'est pas évident de toujours qu'on te donne tout le temps des œufs. Enfin, moi, j'ai pas envie que quelqu'un me donne en permanence des œufs. J'aurais envie d'avoir faire un échange. Si j'ai rien à échanger, je donne des sous. En fait, ça me permet d'acheter les œufs, et l'échange est plus simple comme ça. Donc, on vend des œufs parfois pour pas que les personnes soient mal à l'aise de toujours qu'on leur donne des œufs. En gros, mais c'est pas pour les 2 € de la boîte d'œufs qu'on vend, je crois. C'est plus pour qu'il y ait un échange, quoi. Ou bien on fait du troc, ça arrive souvent en fait, qu'on donne des légumes ou des œufs contre des champignons et contre du fromage que moi je ne produis pas. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ah oui, on a fait des projets avec l'école, hein. Les enfants du village sont venus plusieurs fois. On a essayé de créer des projets aussi en allant à l'école, donc on a essayé de faire du lien avec les enfants. Là on a un projet de plantation d'arbres, de haies, mellifères, comestibles, de biodiversité, etc. Donc on a des projets comme ça aussi dans le village. Et après, ce qui s'est passé, c'est que dans ce village ou dans les villages à côté, on a beaucoup d'amis qui sont venus s'installer, que ce soit pour monter des projets agricoles, pas mal de projets agricoles qui se montent, que ce soit pour monter des projets culturels, associatifs. Du coup, ça redonne une dynamique au village qui était plutôt vieillissant, disons. Donc on a des amis qui sont installés dans le village ou autour du village pour apporter une nouvelle dynamique. Et là, du coup, on est copains, quoi, donc on est forcément en lien dans le village. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. J'essaye d'avoir une vie de village, j'imagine, comme elle se passe dans énormément de villages partout en France, j'imagine. Et voilà, notre projet a été bien accueilli par la mairie, etc. Donc on a quand même cette chance-là on s'est rapidement présenté notre projet, et on a été plutôt bien accueillis. Maintenant, la rubrique biodiversité.
Salut, as-tu fait un inventaire de biodiversité sur ton terrain avec un suivi régulier? Alors j'ai envie de dire oui et non. C'est un peu comme tout. Alors il y a David qui fait pas mal de vidéos sur la botanique, qui s'est lancé dans un projet d'inventoriser, de répertorier tous les végétaux présents sur ce terrain, de faire une liste exhaustive, d'avoir la totalité des végétaux qui se trouvent sur ce terrain sur sa liste. Donc là déjà c'est un gros projet qui est en train de se mettre en place en parallèle. C'est une première chose. Après, on travaille beaucoup avec une amie à nous qui est spécialiste dans tout ce qui est faune, on va dire, arthropodes, différentes petites bébêtes, même les oiseaux, etc. Chauve-souris et tutti quanti. Du coup, c'est pas quelque chose qui est très rigoureux, mais il y a quand même un regard un peu spécialiste qui est posé sur pas mal de choses de ce sujet-là. On avait pour projet, avant qu'il y ait la fameuse pandémie en 2019-2020, quelqu'un nous avait proposé de venir écouter les sons, prendre un appareil et juste écouter tous les sons, histoire de les répertorier, puis de revenir un an après, à la même saison, réécouter tous les sons, revenir après, réécouter tous les sons. Ça permettait de faire une autre façon de répertorier les animaux. Ça s'est pas fait, ça se fera peut-être. On a des projets qui vont dans ce sens-là. Après, à part David, voilà, qui fait vraiment quelque chose de, on va dire, quasiment scientifique, sinon c'est plutôt des choses qui sont faites à l'instinct et à l'envie. Mais en tout cas, clairement, il y a plein d'animaux que l'on voit débarquer sur le terrain et être de plus en plus nombreux, ça c'est une évidence, mais on n'a pas des tableaux qui montrent clairement ces courbes-là. Ma question est plutôt destinée à Marie, c'est ma compagne. Pardon de tricher un peu, c'est un sujet qui m'occupe pas mal et que je pense être mon facteur limitant. J'ai le sentiment qu'il y a peu de femmes sur la place Permaculture, en tout cas à se rendre visible. Je ne parle pas que de YouTube, je le ressens aussi dans les reportages, les présences aux conférences. Je peux imaginer qu'il y a pas mal de difficultés liées au contexte des médias ou simplement à l'envie et la personnalité de chacune. Et peut-être que ce n'est qu'un ressenti extérieur, de loin. Mais dans ce cas, quelle est la place des femmes? Quel rôle ont-elles à jouer selon Marie? Donc je ne sais pas si Marie va répondre. Effectivement, j'ai le même sentiment que toi. Je pense qu'il y a une question d'envie de ne pas vouloir apparaître forcément, d'être au premier plan. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça qui entre en jeu. C'est que j'ai l'impression, pour en avoir discuté avec plusieurs femmes, c'est de ne pas avoir l'envie d'être au premier plan. Et pour en avoir discuté avec des femmes qui sont justement sur YouTube ou dans des très visibles, il y a une quantité de critiques supplémentaires. Alors quand on est sur YouTube, on se prend des quantités de critiques hallucinantes. Moi, il y a des gens qui racontent des mensonges sur mon compte, qui font de la diffamation, qui m'insultent, qui me harcèlent. C'est énorme cette quantité-là que moi je prends. Mais a priori, quand on est une femme, c'est encore pire. Et donc il y a peut-être ce côté à ne pas envie de s'en prendre plein la tronche, peut-être. Ça c'est mon avis, mais on va voir ce que Marie en dit. Oui, c'est vrai que peut-être que dans le monde de la permaculture, les hommes ils sont un peu plus mis en avant que les femmes. Et en même temps, je sais qu'il y a quand même des femmes qui agissent et qui font des choses, et de manière visible. Voilà, c'est vrai que le constat de la visibilité des femmes, il peut même être étendu, selon moi, à de nombreux autres domaines, au-delà de la permaculture, la politique, les médias, ou autre, quoi. Après, les raisons, les causes, sont certainement multiples. Après, je sais pas. J'ai vu plusieurs études sur ce sujet, et d'ailleurs, il y a des théories que je trouve assez intéressantes, et je laisse chacun se faire son avis. J'ai pas de certitude à ce sujet-là. En tout cas, moi, sur le point sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est sur la notion de facteur limitant dans le fait d'être une femme. Et pour moi, être un homme ou être une femme, c'est pas en soi un facteur limitant. Chacun peut aller vers le chemin qui lui convient, quel que soit son genre, quel que soit son sexe. Et c'est ça que je trouve précieux, quoi. Donc en fait, mesdames, si vous avez envie d'aller sur le devant de la scène, allez-y. Moi, je serais ravie de voir plus de femmes. Je trouve ça vraiment important qu'on puisse le faire si l'envie est là. Après, moi, je me dis que c'est pas la notoriété ou la quantité de lumière que reçoit une personne qui fait sa valeur. Il y a plein de personnes qui sont remarquables, qui œuvrent dans l'ombre ou dont on ne parle pas. Et cette valeur, elle est quand même là. L'impact, il est là. Les conséquences, elles sont là aussi.
Voilà, moi en vrai, ce que j'ai envie de souhaiter à chacun, c'est de trouver la place qui lui convient. Que ce soit en avant, moins en avant, sur la scène, enfin voilà, il y a de la place pour tout le monde et je trouve ça important en fait, de valoriser aussi tous les espaces et de suivre son élan, suivre son envie et d'y aller quoi. Bonjour Damien, quel est ton point de vue sur le rôle et l'impact du chat sur les écosystèmes? Doit-on laisser son chat enfermé à l'intérieur? Alors le chat c'est un sujet fou. Quand je montre sur mes vidéos que j'ai un chat, enfin j'ai 2 chats en vrai, je reçois pas mal de commentaires qui critiquent violemment le fait que j'ai des chats. Parce que les chats sont des prédateurs, destructeurs de la biodiversité, ce qui n'est pas du tout totalement faux, hein. Donc voilà. Et en même temps, les chats, pourquoi est-ce qu'on a des chats? Ça permet notamment, mais moi je produis beaucoup de nourriture, ça permet de stocker de la nourriture en sécurité sans qu'elle se fasse complètement défoncer par les rats et les souris. Moi je fais mes semences, j'envoie des semences aux gens qui me soutiennent, qui soutiennent le travail sur la chaîne, j'envoie des graines de semences que je trouve résistantes, qui sont reproductibles, des plantes potagères productives, etc. Et du coup, toutes ces semences-là, j'ai pas envie qu'elles se fassent défoncer par les rats et les souris, j'ai pas envie d'avoir une maison remplie de rats et de souris. Du coup, avoir 2 chats est une action que j'ai trouvée pertinente en pesant le pour et le contre. Donc voilà, les chats uniquement enfermés, sachant que j'ai des grands terrains, ça me pose aussi question. Alors j'ai 2 chats, comme j'ai dit, il y a un chat qu'on a récupéré à la SPA, c'est un chat qui ne sort quasiment jamais de la maison juste pour faire ses besoins et qui ne chasse rien du tout. Mais par contre, je pense que l'odeur et sa présence dans la maison a un côté chasseur de souris. Et j'ai un deuxième chat que lui on a récupéré chaton. Et lui il chasse beaucoup de campagnols et de souris. Il ramène jamais d'oiseaux, enfin jamais d'oiseaux. Depuis qu'on l'a, ça fait 4 ans qu'on l'a. Je l'ai vu une fois avec un oisillon, mais je pense que c'est un oiseau tombé du nid. Il s'attaque jamais aux poussins, il s'attaque jamais aux canetons. A priori, de ce que j'en vois, de ce que j'en crois, il ne s'intéresse pas trop aux oiseaux ou alors il n'est pas assez agile pour les attraper. Du coup, voilà, il consomme surtout des campagnols et des souris. Donc je trouve que son impact sur l'environnement n'est pas si négatif que ça. Une autre chose qui fait que là j'aime un peu moins, c'est qu'il mange pas mal. Nous on a beaucoup de lézards des murailles, hein. C'est un lézard quoi, un petit lézard gris. On en a beaucoup et là je le vois souvent choper des lézards des murailles. Donc ça m'a fait me poser des questions sur la pertinence d'avoir un chat dans son jardin sachant qu'il mange les lézards des murailles. Mais par contre quand j'observe les populations de ce lézard, elles sont plutôt en expansion et il suffit que je crée des nouveaux biotopes comme un tas de pierres ou des trucs comme ça pour que ce lézard soit toujours plus nombreux. Donc j'ai pas l'impression que mes chats ou mon chat qui chasse ait un impact négatif sur les lézards des murailles parce que je trouve qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc voilà, c'est quelque chose que j'observe. Effectivement, si on a un petit jardin de 20 mètres carrés et qu'on a 6 chats qui se baladent dans ce petit jardin de 20 mètres carrés, la biodiversité aura vraiment beaucoup de mal à s'installer dans ce petit jardin envahi entre guillemets de chats. Par contre, comme chez moi, j'ai 4 hectares et il y a 2 chats sur ces 4 hectares. Et en fait, il y a un chat qui est tout le temps dans la maison. Donc finalement, il n'y a plus qu'un chat sur 4 hectares. Et son comportement est qu'il mange ce qui est le plus abondant en permanence. C'est-à-dire que comme ici, j'ai une abondance de campagnols et de souris, il mange du campagnol et des souris. J'imagine que si j'avais une abondance de quoi? De je sais pas quoi, il mangerait du je sais pas quoi. Donc voilà, donc les chats, c'est quelque chose à prendre vraiment avec parcimonie, enfin attention, c'est vrai que ce sont ils peuvent être surtout des chats qui sont vraiment agiles pour choper les oiseaux, ça dépend aussi du caractère et des compétences du chat. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le chat? Mais quand même voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un animal que l'homme a apprivoisé et a appris à vivre avec, car c'est un animal qui a permis de préserver les récoltes de céréales. Ça a permis d'éviter des pandémies causées par les rats notamment. Donc voilà, c'est un animal qui a été vénéré dans des pays comme l'Égypte pour protéger les céréales, pour éviter les pandémies. Le chat a été vraiment vénéré. Dans beaucoup de pays du monde, les chats sont très nombreux dans les villes pour éviter justement les propagations de rats ou de souris. Et donc du coup éviter également les pandémies. Donc voilà, le chat, il y a du pour et du contre, à chacun de voir. Est-ce qu'il faut les enfermer? Je sais pas, j'ai l'impression qu'un chat quand il peut sortir, il est un peu plus heureux que quand il peut pas sortir. Donc j'ai pas la réponse, mais en tout cas, j'espère que ça permet de réfléchir. Voilà, on n'a peut-être pas besoin d'avoir 12 chats quand on a un petit jardin. Voilà.
Salut, salut, comment luttes-tu contre les poux rouges pour tes poules ou autres petites bébêtes sur tes animaux? Oui, donc il y a les poux rouges sur les poules, effectivement. Alors moi, ma façon de lutter, c'est d'essayer de faire en sorte que ces poux rouges soient le moins présents possible dans mes poulaillers. Donc ce que je fais, c'est que j'évolue au fur et à mesure, hein. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que la nourriture des poules, je la mets loin de là où dorment les poules. Parce qu'en fait, souvent, les poux rouges, ce qui se passe, c'est qu'en hiver, ils meurent, ils sont plus là. Et arrivé du printemps, il réapparaît parce que c'est les oiseaux sauvages qui l'introduisent dans les poulaillers. Donc si on a nos graines proches ou dans le poulailler, il y a de fortes chances que des moineaux ou des tourterelles ou des pigeons ou des je sais pas quoi rentrent dans le poulailler, diffusent leurs petits poux rouges. Les poux rouges vont proliférer parce qu'ils vont trouver les poules tous les soirs qui vont venir dormir. Et du coup, voilà. Donc déjà, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'oiseaux sauvages qui rentrent dans mes poulaillers. Première chose. Ensuite, j'essaye d'avoir des dortoirs, enfin le poulailler dortoir, très aéré. Les poux rouges aiment bien se cacher à l'abri. Si le poulailler dortoir est très ventilé, très aéré, c'est moins bien pour les poux rouges. Et j'essaye d'avoir aussi des grands dortoirs pour que ça soit compliqué. En fait, des petits dortoirs sont souvent plus rapidement infestés de poux rouges que les grands dortoirs. Et puis voilà, je m'en sors comme ça, j'épand un peu de la cendre, je mets un petit peu de la cendre sur les murs, je mets un peu de la cendre par-ci par-là, j'ai l'impression que ça sert assez bien de répulsif. Et c'est tout ce que je fais, j'ai pas de problématique, sensiblement pas de problématique sur les poux rouges. Je dis pas que j'en ai 0,0, mais par contre, mes poules continuent à pondre, elles sont pas déplumées, elles n'ont pas l'air d'en souffrir. Elles ont des bacs à sable, elles passent peu de temps dans le poulailler et j'essaye de faire en sorte que les oiseaux ne rentrent pas trop. Les souris, comment s'en protéger? Enfin le potager, pas moi. As-tu des trucs ou astuces? Les souris, comment s'en protéger? Déjà, j'ai envie de dire, il faut faire en sorte qu'elles ne soient pas forcément trop les bienvenues dans ton potager. Donc moi, une des erreurs que j'avais commises, c'est que mes poules dormaient vraiment collées à la serre. Mes canards également, et j'avais beaucoup de graines comme ça en libre service, on va dire. Enfin beaucoup de graines. J'avais des graines en libre service, et mes poules et mes canards, ils passaient plus de temps à aller manger des limaces et des graines sauvages que de manger dans les gamelles. Et du coup, ces gamelles, elles pouvaient rester plusieurs jours comme ça, à l'air libre. Et rapidement, j'ai constaté que ça nourrissait les souris et les rats. Donc je le savais déjà, mais là, vu que j'avais jamais eu de terrain aussi grand, chaque fois mes animaux mangeaient les graines. Mais là, comme j'ai un terrain très grand, mes animaux préfèrent manger ce qu'ils trouvent dans la nature et ils consomment beaucoup moins les graines. Et donc il a fallu que je réduise énormément la quantité de nourriture que je donnais à mes volailles. Ils mangent vraiment très peu de graines. Du coup, voilà, comme ça j'évite. Donc je donne juste un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi si j'y pense. Et il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas de nourriture supplémentaire, ce qui évite grandement d'avoir des problèmes de souris. Donc voilà, en fait un des problèmes, les souris sont souvent là où il y a de la nourriture et plus il y aura de nourriture, plus ils vont se reproduire, etc. Donc voilà, j'ai fait en sorte de vraiment mettre très peu à manger. J'ai un chat, on en a parlé, le chat il fait un petit peu son travail. Et puis j'ai pas trop de compost parce que j'ai pas un composteur où j'accumule de la nourriture, ça nourrit souvent les rats et les souris. Si on accumule du pain, des pâtes et tout un tas de trucs dans un composteur, c'est de la nourriture. Moi, ce que je fais, c'est que je donne ça aux poules et c'est les poules qui vont le manger et du coup, ça ne donne pas de nourriture pour les rats et les souris. Donc voilà ce que je fais. Un chat, je fais en sorte qu'elle n'ait pas trop de nourriture et puis voilà, hein, et puis ça réduit les populations. Et puis moi, je m'en sors comme ça. C'est ça ma stratégie, c'est de vraiment essayer de faire en sorte qu'elles n'aient rien à bouffer pour pas qu'elles prolifèrent. Et j'ai un chat qui les embête. Et d'ailleurs, les poules aussi, hein, les poules et les canards peuvent bouffer les petites souris. Hein. Ça m'arrive souvent de voir j'ai une poule notamment qui a l'air d'être une bonne chasseuse qui dégomme des petites souris. Ah, comment nourrir son chien pour une santé maximum? Merveilleuse année à tous. Bon, pareil, cette question je l'ai prise parce que vous voyez que j'ai un chien et que peut-être vous vous posez la question de comment je le nourris. En fait, moi, je le nourris avec des croquettes pour chien que j'estime être des croquettes de bonne qualité. Je les achète dans le commerce. Clairement, j'ai perdu en autonomie avec ce chien. En fait, quand on a des animaux, si on ne produit pas soi-même la nourriture pour l'animal, on perd en autonomie. Donc moi, j'ai perdu en autonomie parce que j'achète des croquettes pour chien.
Pourquoi est-ce que j'achète des croquettes pour chien? Pourquoi est-ce que je le nourris pas uniquement avec ce que je produis? Parce que j'ai pas le temps en fait, il faudrait une quantité de viande. Donc oui, mon chien mange un peu des fruits et des légumes du jardin, mais il y a une base de croquettes. C'est ce que je donne et peut-être que quand je serai grand, j'aurai développé un autre système où je pourrais me passer des croquettes du commerce, mais pour l'instant c'est clairement pas le cas. Et donc je suis un peu moins autonome depuis que j'ai un chien. Mais quand même, il est sympa ce chien parce qu'il protège les poules et les canards et le soir il m'aide à rentrer les canards. Ouais. Je tape des mains comme ça, là, clac clac clac, et la chienne m'aide à rentrer les canards. Donc bon, j'ai perdu en autonomie, mais j'ai gagné en activité de cirque. Sur l'eau et le climat, une question concernant la gestion de l'eau. Dans ta région et sur ton terrain, tu sembles avoir de l'eau en abondance, si je ne me trompe pas, contrairement à ton terrain précédent. Si tel n'était pas ou plus le cas, envisagerais-tu de stocker l'eau de pluie durablement tout au long de l'année? Et si oui, comment? Enfouissement de cuves, stockage en surface? Ou bien serais-tu résigné, adaptant encore un peu plus le choix des cultures? Certainement les deux. Réponse de Normand. Voilà, donc ben oui, les deux. Donc effectivement, si ce terrain venait à ne plus avoir d'eau, là j'ai deux sources qui coulent abondamment, donc j'ai quand même une sécurité. Il faudrait que les deux sources soient taries pour que je n'ai plus d'eau sur mon terrain, mais admettons que ça puisse arriver. Effectivement, je stockerai l'eau de pluie. J'imagine que s'il n'y avait plus d'eau dans mes sources, il y aurait aussi une problématique avec la pluviométrie. C'est sans doute ça qui causerait qu'il n'y ait plus d'eau dans mes sources. Du coup, voilà, bon, mais c'est des choses que je réfléchis déjà. En fait, même si si j'ai beaucoup d'eau sur mon terrain, c'est vraiment une problématique pour moi hyper importante, l'eau. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est arrivé ici, hein, tu le soulignes. J'étais dans une région beaucoup plus sèche et on a choisi en famille de venir dans une région beaucoup plus humide et on a pris un terrain avec des sources d'eau. Donc, ce n'est pas pour rien. Et en plus de ça, on prévoit les potentiels manques d'eau. Donc j'ai installé des cuves de récupération d'eau de pluie collées à la maison. Ça ne représente pas beaucoup pour l'instant. J'ai 3 cuves de 1000 litres. Ça représente 3000 litres de stockage d'eau de pluie. Pour l'instant, j'en suis que là. J'en suis à ça. Je ne sais pas si je vais aller plus loin rapidement. Parce que chaque année, je surveille. L'eau, elle coule abondamment toute l'année. Si ça venait à tarir un peu plus, je pense que je m'orienterais vers des choses enterrées, genre un énorme bassin souterrain où je pourrais stocker de l'eau pendant qu'il y en a en hiver, quand il y en a trop en abondance. Parce qu'ici en hiver, ça peut être une problématique. Trop d'eau fait que ça transforme tout en boue. Donc peut-être que j'envisagerais de stocker l'eau en hiver quand elle est très abondante pour pouvoir la réutiliser doucement en été. Et puis voilà. Et en même temps, évidemment, j'adapterai des végétaux. Je cultiverai plus de végétaux adaptés à la sécheresse que ce que je ne le fais maintenant. Maintenant, je me permets de planter des saules, planter tout un tas d'arbres qui sont gourmands en eau. Si j'arrivais je mets aussi des arbres qui sont résistants à la sécheresse. J'ai planté pas mal d'amandiers ou d'arbres qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Donc voilà, j'essaye de m'adapter et en même temps, si l'eau venait à disparaître, je m'adapterai encore plus. Ou du moins, j'essaierai. Question, je voulais savoir pour arroser le jardin, j'ai vu des vidéos où il arrose une fois quand il plante et après plus du tout. Qu'en pensez-vous? J'ai envie de dire ça dépend de beaucoup de choses là, parce que il y a des plantes qu'on peut effectivement arroser qu'une fois quand on les plante et puis plus du tout. J'en sais rien, moi si je plante un amandier, je crois que mes amandiers, oui voilà, quand j'ai planté les amandiers, j'ai dû les arroser à la plantation et puis plus du tout. Donc ça dépend des plantes et ça dépend aussi de la région. Si on vit en Bretagne ou en Belgique, on n'aura pas les mêmes techniques d'arrosage que si on vit au Maroc ou dans une région méditerranéenne, en Provence par exemple. Donc voilà, ça dépend de quels végétaux on parle et ça dépend de la pluviométrie de la région. Mais selon les végétaux et la pluviométrie, on peut planter des cactus en ne les arrosant jamais. Donc ça dépend des plantes en fait. Après, concernant les plantes potagères, c'est peut-être ça plus le sens de la question, c'est peut-être plus le côté plantes potagères. Alors là, si on veut ne pas arroser du tout, il faut être dans une région où il y a une certaine pluviométrie et puis faire en sorte de bien stocker l'eau dans son sol avec des gros paillages, avec de la matière organique, etc. Mais on a vu cette année que même les régions censées être pluvieuses ne l'étaient pas forcément chaque année. Donc voilà. Peut-être c'est une vidéo qui date d'il y a 5 ans. Une vidéo d'il y a 5 ans en Bretagne ou en Belgique,
La personne peut clairement dire qu'elle n'arrose pas du tout, c'est pas un problème, hein, parce qu'il y a 5 ans, enfin je connais pas la méthode il y a 5 ans en Belgique, mais il y a des années où c'est clairement faisable. Même moi dans le Var, il y a des années où j'arrosais quasiment que dalle, hein, en fait, à la plantation, et puis tous les 3 semaines. C'est valable quand il y a un orage de temps en temps. Quand il n'y a plus une goutte d'eau, c'est plus dur. Donc voilà, je pense que ça dépend. Et puis après, ça dépend aussi si on a une nappe phréatique palouenne. Si on a une nappe phréatique proche de la surface, on peut ne pas arroser et la terre est quand même humide en dessous, quoi. Par exemple, là, si je plante quelques arbres qui sont plantés là, ne sont jamais arrosés, mais par capillarité, l'eau de la mare humidifie le sol et les plantes poussent sans arrosage, mais c'est arrosé par en dessous, quoi. Voilà. Après, effectivement, on peut adapter un petit peu les végétaux, etc. Mais souvent, la productivité n'est pas la même, quoi. On prend un plant de tomate résistant à la sécheresse, il va pousser d'une façon. Si on l'arrose, il va pousser d'une façon, il va être très grand, très productif. Peut-être même si on l'arrose trop, les tomates seront trop gorgées d'eau, elles seront peut-être pas bonnes, et même si on l'arrose trop, il pourrait tomber malade. Mais si on l'arrose juste ce qu'il faut, il peut être grand et très productif. Alors que le même plant de tomate que l'on n'arroserait jamais, il va peut-être beaucoup plus petit et moins productif. Certainement que les tomates auront plus de goût, mais la productivité au mètre carré sera moins grande. Donc on peut aussi se dire, ben, moi j'ai beaucoup de surface, j'ai pas beaucoup d'eau, je peux me permettre de ne pas trop arroser mes tomates, elles vont survivre, elles vont produire un petit peu. Enfin un petit peu, elles produiront moins que si elles sont arrosées. Voilà. En fait, il y a plein de façons de faire et chacun choisit celle qui lui convient, et je pense que ce qui est bien de faire, c'est d'expérimenter plein de choses et de voir ce qui nous convient le mieux. Parce qu'après, voilà, effectivement, utiliser de l'eau du réseau pour arroser des trucs qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'eau, il faut se poser la question également. Penses-tu que dans les sols très sableux, le manque d'argile peut être limitant? Complexe, argile chimique faible, stockage d'eau réduit, sol peu nourrissant. Quelle alternative d'après toi? Alors là, pour moi, je l'ai mis dans la catégorie de l'eau. Pour moi, les sols sableux, la grosse problématique qu'ils rencontrent, au-delà de la pauvreté, c'est plutôt la faible rétention d'eau qu'ils vont avoir. Moi, j'aime bien les sols sableux. Je trouve que les plantes, elles peuvent faufiler leurs racines facilement. C'est des sols faciles à creuser, etc. Pour qu'ils deviennent riches, il suffit de mettre du compost ou du fumier ou de la matière organique à la surface qui va se dégrader et ça va descendre et ça va nourrir le sol. Je fais simple, hein. Et par contre, la problématique des sols sableux, c'est la faible rétention en eau. Du coup, ma solution, ça serait de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de matière organique dans ces sols, car la matière organique va aider la rétention en eau. Faire en sorte qu'il y ait un maximum de champignons, car les champignons vont aider la rétention en eau. Essayer de couvrir son sol pour éviter l'évaporation, même si une bonne partie de l'eau ne partira pas par évaporation, mais par quoi? Par le bas. Et du coup, voilà, donc oui, les sols sableux, attention à l'eau, donc ça veut dire, en plus, les sols sableux, l'inconvénient, c'est que même si on les arrose beaucoup, l'eau a tendance à filer et à disparaître. Alors que les sols argileux, quand on les arrose, l'argile se gorge d'eau. Et donc c'est plus facile d'arroser peu souvent un sol argileux qu'un sol sableux. Les sols sableux, il faut souvent les arroser un petit peu régulièrement parce qu'ils ont une faible capacité à garder l'eau. Là, j'ai un autre truc, c'est notre rubrique qui est les plantes comestibles. Question, les pommes de terre qui ont verdi au soleil peuvent-elles servir pour la plantation? Merci d'avance et bonne continuation. Oui, c'est ce que je fais moi chaque année. Chaque année, quand je récolte mes pommes de terre, dans le tas, il y en a quelques-unes qui ont vu le soleil. Et du coup, elles ont verdi. Ces pommes de terre-là, comme elles sont vertes, je ne les consomme pas, je les garde de côté. Et elles se conservent d'ailleurs très très bien. Parce qu'elles sont riches en solanine, et du coup je les replante au printemps, elles redonnent des pommes de terre qui elles ne sont pas vertes. Donc voilà, moi mes pommes de terre vertes, j'en ai pas beaucoup, mais celles que j'ai, je les garde et je les replante au printemps suivant. Et de toute façon c'est un système de défense qu'elles ont, hein, pour pas se faire manger par les rongeurs, pour pas se faire manger, elles développent cette solanine, et du coup elles peuvent regermer sans problème l'année suivante. Et ça ne donnera pas des pommes de terre vertes. De mon expérience. Combien de personnes nourris-tu quotidiennement avec ton potager? Difficile de répondre à ça parce que quotidiennement ça dépend de quel jour on parle. Mais en gros, le but, ce que je vise avec mon potager, c'est nourrir 4 personnes à l'année.
en légumes. Donc là clairement ça produit plus que suffisamment de légumes pour nous 4. Et du coup, il y a des périodes de l'année où il y a une vingtaine de personnes, ça permet de produire les légumes pour une vingtaine de personnes. On essaye de donner des légumes aux gens du village, à des copains, à des voisins, à la famille, etc. Allez, une petite pause juste pour vous dire que le potager que vous voyez dans mes vidéos, je suis tout seul, absolument tout seul à m'en occuper, à le faire. J'ai pas des jardiniers qui viennent m'aider. Alors ça, je dis ça parce que il y a une personne qui fait des vidéos également qui répète un peu partout que en fait, ce que je fais, c'est totalement impossible à faire tout seul, que lui, il sait que c'est pas possible parce qu'il n'y arrive pas. Et donc, j'ai forcément beaucoup de gens qui m'aident à jardiner. J'ai des gens qui font les travaux dans ma maison. J'ai des gens qui s'occupent de mes enfants. Et en fait, moi, je suis juste quelqu'un de très très riche et qui paye plein de gens pour faire tout ça à ma place. Alors, c'est évidemment complètement faux. Et donc le jardin, je le fais entièrement tout seul, personne ne m'aide à jardiner. En fait, quand je jardine, j'aime bien être tout seul. Pour faire une espèce de métaphore, c'est comme si je faisais un tableau, comme si j'étais en train de peindre un tableau quand je fais un potager. Et du coup, un peintre, on peut difficilement aller voir un peintre qui est en train de faire un tableau et lui dire est-ce que je peux t'aider à faire ton tableau. Le peintre a envie de faire lui-même son tableau. Et donc moi c'est comme ça un peu la métaphore qui ressemblerait le plus, c'est-à-dire que moi quand je fais mon potager, j'ai l'impression de faire un décor et j'ai vraiment besoin de faire ça tout seul, envie de faire ça tout seul, et donc personne ne m'aide à faire mon potager, je suis absolument tout seul à m'occuper de celui-ci, et personne ne s'occupe de restaurer ma maison, et personne ne s'occupe non plus d'éduquer mes enfants à ma place. Il y a des périodes où j'ai vraiment énormément de production et là il faut qu'on trouve des débouchés, surtout que c'est des productions qui ne se conservent pas. Au printemps, quand j'ai des cagettes et des brouettes de salade, là il faut que je trouve du débouché, donc là, ça nourrit, ça participe un peu à l'alimentation de plein de personnes. Après j'ai des trucs qui se conservent bien, donc même si j'ai beaucoup de pommes de terre ou beaucoup de courges, j'ai quand même tout l'hiver pour les consommer, les donner petit à petit. Les tomates c'est pareil, il y a des périodes de l'année où il y a beaucoup trop de tomates, alors même si on les a transformées en coulis, on en distribue pas mal. Donc voilà, c'est difficile de dire, mais le but, en tout cas l'objectif, c'est de pouvoir produire pour 4 personnes tous les mois de l'année, quoi. Ça c'est l'objectif, mais il y a des mois où on produit beaucoup trop, et du coup, cette production, on essaye de la dispatcher autour de nous. Où en sont tes aziminiers? Est-ce que tu as réussi à maintenir des avocatiers? Est-ce que tu vis de tes nichoirs tous les ans? C'est bien, c'est plein de questions un peu différentes. Alors mes aziminiers, j'ai mangé les premiers fruits cette année. Excellent, hein. J'ai fait une vidéo sur l'aziminé de A à Z, des genres de petites mangues qui ont un goût de banane avec des noyaux à l'intérieur, c'est excellent, donc je suis très content, première récolte cette année, première petite récolte cette année. Donc les aziminiers, ils vont très bien. Est-ce que tu as réussi à maintenir des avocatiers? Non, il fait vraiment trop froid, même dans ma serre, il fait moins 10, enfin moins 10. Il peut faire jusqu'à moins 10 et du coup ça m'a flingué. J'ai des avocatiers qui ont poussé par-ci par-là à cause des noyaux balancés à l'arrache. Donc non, j'ai pas essayé et j'ai pas réussi. Je pourrais maintenir des avocatiers si je les avais en pot et que je les rentrais dans la maison l'hiver, etc. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc non. Et voilà, qu'est-ce que c'est d'autre? Est-ce que tu vides tes nichoirs tous les ans? Oui, les nichoirs qui ont été habités par des oiseaux, je les vide pour qu'ils se fassent, pour les déparasiter et qu'ils soient réhabités la saison suivante. Voilà, j'ai répondu aux questions. Question arbre planté de semis. J'ai planté un pêcher à partir d'un noyau qui pousse magnifiquement bien. Les gens autour de moi me disent qu'il faut que je le taille si je veux qu'il donne des fruits. J'ai cherché des informations dans la littérature, mais cela concerne toujours des arbres greffés. Dans tes vidéos, tu montres souvent des arbres plantés de noyaux qui donnent très bien sans être taillés. Est-ce que cela s'applique aussi au pêcher? Donc oui, le pêcher peut produire tout à fait sans être jamais taillé, sans problème. Donc voilà, c'est la première chose. Par contre, le pêcher, bon, c'est pas ça qui va l'empêcher de produire. Il va justement produire plein de fruits sans être taillé. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le problème qu'il rencontre, c'est quand le pêcher a une très grosse productivité de fruits, vu que les fruits des pêches soient au bout des branches, les branches peuvent avoir tendance à casser. Donc c'est pour ça que souvent on rabat les pêchers pour éviter que toutes les branches ne cassent sous le poids des fruits. Mais c'est pas la question que tu m'as posée, donc la question que tu m'as posée, c'est est-ce qu'ils peuvent produire des pêches sans être taillés? Jamais. Oui, ils peuvent produire sans aucun problème, sans être jamais taillés. Et puis il y a des milliers et des milliers de gens qui en ont fait l'expérience.
peux-tu nous faire un bilan sur l'avancement de vos travaux dans vos bâtiments, type de matériaux utilisés, auto-rénovation ou intervention d'artisan, temps accordé à la rénovation, sur ton planning, etc. Alors moi, ça a très bien avancé la maison. Quand, je sais pas pour ceux qui avaient vu mes premières vidéos, les maisons étaient complètement pourries. Non, pas complètement pourries, j'exagère un peu. Elle était vraiment dans son jus. Pas isolée, avec des fuites dans la toiture, quoi, et puis des volets pourris et des murs ni fait ni à faire. Donc voilà, c'était pas ouf. Et là, ça fait 5 ans qu'on y est. Maintenant, c'est vraiment cool. Donc ça a beaucoup avancé. On a l'idée, moi c'est comme ça que je fonctionne, j'essaye de faire tout seul, hein, le maximum de ce que j'ai à faire, j'essaye de le faire tout seul. Donc enfin tout seul avec ma compagne, hein, qui fait pas mal aussi tout ce qui est finition, les enduits, etc. Donc on essaye d'utiliser au maximum des matériaux naturels. On a fait des enduits à la terre, on fait de l'isolation. Alors pour l'isolation, on a acheté des matériaux type écolo, donc de la laine de bois, de la fibre recyclée, de genre de mélange de laine et de fibres recyclées. Donc voilà, on utilise ça comme matériau. Et puis voilà, ça, alors, au niveau de l'emploi du temps, moi, c'est surtout en hiver. J'essaye de passer mon temps sur la rénovation de la maison en hiver. Et ça peut des fois me prendre quasiment toutes mes journées. En fait, en hiver, je passe beaucoup plus de temps, pas pour le moment encore, je suis en retard, mais normalement en hiver, je passe beaucoup plus de temps à rénover la maison. Quasiment mon plus gros de mon travail, c'est la rénovation de la maison. Et après, quand arrive le printemps, je me remets doucement à aller un peu plus vers l'extérieur et la maison est un peu plus en pause. Et après, ça revient, c'est des cycles, hein, ça revient chaque année. Donc voilà, normalement l'hiver, je passe mon temps à rénover la maison. Là, j'ai pas mal de trucs à faire que j'ai pas encore attaqué. Donc voilà. Et sinon, voilà, niveau artisan, on a fait venir un artisan pour la toiture, un artisan du village pour refaire la toiture en ardoise. Parce que nous, on doit faire des toitures en ardoise par rapport à là où on se situe. Et clairement, j'avais pas envie, j'avais pas clairement, je me sentais pas d'apprendre à faire des toitures en ardoise et de le faire tout seul. Voilà, j'avais pas envie, je me sentais pas de le faire. Et en plus, on a eu la possibilité financièrement de faire venir un artisan du village pour la faire. Donc voilà, l'idée c'est de tout faire tout seul, sauf la toiture en ardoise que l'on a fait faire par un artisan local. Et puis voilà, après tout le reste, il y a tout à faire. Question habitat, depuis que tu as quitté le Var, est-ce que tu as restauré ta maison avec les mêmes pratiques pour le même coût ou as-tu trouvé d'autres techniques dont tu peux nous faire part? Aurais-tu des trucs et astuces à nous communiquer? Merci pour tout ce que tu fais et nous apportes. Non, j'ai rien fait de nouveau par rapport aux techniques que j'ai employées dans le Var. Donc oui, il y a des trucs qui sont faits en torchis, des trucs, les mêmes trucs que dans le Var. Après, on a acheté de l'isolant parce que comme la maison est plus grande, on avait des grandes quantités à isoler sous les toits, etc. Du coup, on a acheté de l'isolant le plus écolo possible. Mais on n'a pas fait ça avec de la terre et de la paille, quoi. Et puis sinon, on utilise beaucoup de bois. On a une scierie dans le village à côté. Et puis voilà, mais moi je trouve pas ça vraiment, je trouve pas que j'ai une expertise suffisamment intéressante pour en faire des vidéos ou des partages. Donc on essaye de faire au mieux avec les connaissances que l'on a et les matériaux dont on dispose le plus localement possible. Voilà. Donc en fait rien de spécial en fait. Hein. Je trouve pas que ma restauration de maison ou la restauration de la maison soit suffisamment intéressante pour qu'on en fasse des vidéos. Et pourtant, il y a quand même le côté être le plus économe en énergie, etc. Mais rien d'incroyable, quoi. J'ai envie de dire un peu comme tout le monde essaye de faire au mieux, quoi. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais... Alors maintenant, question sur la vie perso. Qu'est-ce que j'ai noté? Bonjour Damien, y a-t-il des choses que tu as dû sacrifier à regret pour avoir le mode de vie que tu as maintenant? Meilleurs vœux à toi et au tien. Donc cette question, quand je l'ai vue, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai sacrifié pour avoir ce mode de vie? Parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais en fait non, c'était vraiment le mode de vie auquel j'aspirais. C'est-à-dire moi, vivre dans une ferme à la campagne, c'était un mode de vie auquel j'aspirais. Et il n'y a pas de gros sacrifices à faire. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir fait de gros... J'aime la solitude, tu vois, j'ai pas quitté j'ai pas fait d'énormes sacrifices de ce côté-là. Mais par contre, en y réfléchissant, pour pouvoir vivre de ma passion, je me suis mis à faire des vidéos. Enfin, je sais pas, à la base, c'était pas du tout pour vivre que je me suis mis à faire des vidéos, mais
Le fait est que je me suis mis à faire des vidéos pour parler de ma passion et ça a permis de me créer un mode de vie où je vis de cette transmission. Et du coup, moi, il y a un truc qui me tenait à cœur et qui était vraiment quelque chose de fort et important pour moi. C'était, j'adore ma solitude, j'adore ma tranquillité, j'adore être anonyme, inconnu. J'adore être discret en vrai. Et clairement, le fait de faire des vidéos, des livres et d'avoir une petite notoriété, j'ai dû sacrifier une bonne partie de ma tranquillité, de ma solitude et de mon intimité. Et donc, ouais, je pense que c'est ça le plus dur pour moi, c'est d'avoir cette petite renommée. Clairement, si je vais dans une ville, il y a toujours quelqu'un qui me reconnaît, quelle que soit la ville où je vais, même dans un village, si je vais dans une foire bio, une foire aux plantes ou une épicerie ou n'importe quoi, il y a toujours des gens qui me reconnaissent, qui me parlent, et donc les gens sont souvent très sympas. Moi, des fois, j'ai envie d'être incognito, quoi. Il y a même des gens qui viennent chez moi sans me prévenir. Donc là, ça, clairement, tu vois, maintenant, c'est clair, si quelqu'un vient chez moi sans m'avoir prévenu, même si je suis disponible, je lui dis non, je ne suis pas disponible et au revoir. C'est un principe, comme ça, au moins, j'ai pas besoin de réfléchir, à me poser la question. Si quelqu'un vient chez moi sans m'avoir prévenu, je ne l'accueille pas du tout. Voilà. Petite pause juste pour préciser 2-3 trucs. Donc là, je parle des inconnus, des gens que je ne connais pas. Je ne parle pas de mes voisins ou de mes amis, évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que je refuse de recevoir tous les inconnus qui viennent chez moi, quel que soit mon état d'esprit. Parce que même si je suis dans un état d'esprit, on va dire, plutôt ouvert et accueillant, j'ai pas envie que la personne qui est venue chez moi aille dire à ses amis « Ah je suis venu chez lui, il m'a bien accueilli, t'as qu'à y aller, tu verras bien, etc. » Donc systématiquement, je refuse d'accueillir les inconnus, quels qu'ils soient, et à quelques moments de la journée s'ils ne m'ont pas prévenu par avance. Et de manière générale, les gens qui demandent à venir chez moi, je leur dis que c'est pas possible, parce que c'est vraiment un trop gros sacrifice pour moi de devoir accueillir des gens chez moi. En fait, je suis chez moi, tranquille, et c'est bien comme ça. Et après, dans le même délire, le fait d'avoir une petite notoriété, alors il y a plein de gens qui sont très sympas, la majorité des gens sont hyper sympas, il y a plein d'échanges intéressants, c'est vraiment cool, j'ai pu rencontrer des gens passionnants, je peux vivre de ma passion, je suis le plus heureux, ça il n'y a pas à dire. Mais par contre, il y a une petite quantité de gens qui me détestent, mais tellement fort, c'est incroyable. Moi, je suis juste quelqu'un qui fait des vidéos de jardinage, d'autonomie, sur la biodiversité. Et il y a des gens qui me détestent vraiment très fort, qui font des vidéos pour raconter des mensonges, faire de la diffamation, essayer de me nuire. Et du coup, ça amène jusqu'à des gens qui diffusent mon adresse sur des réseaux internet, avec des gens qui viennent chez moi pour voir à quel point je suis un méchant. Du coup, ça va quand même assez loin. Je m'étais pas attendu, je m'étais pas préparé à ça, quoi. Je m'étais pas préparé à ce que des gens me détestent tellement, qu'ils racontent des mensonges sur moi, qu'ils fassent de la diffamation et qu'ils envoient des gens jusqu'à mon domicile. Alors que, voilà quoi. Donc voilà, en gros, ce que j'ai dû renoncer à une certaine tranquillité pour pouvoir continuer à diffuser ma passion. Mais sinon, à niveau mode de vie concret sur le terrain, non, je fais absolument ce qui me plaît, c'est-à-dire que j'aime la vie à la campagne, j'aime la solitude et j'aime travailler la terre, quoi. Voilà. J'ai pas trop d'autres passions qui ont été brisées par le fait d'être ici. Après, ouais, je comprends tout à fait qu'on ait d'autres... si on aime bien le théâtre, la culture, le cinéma, les bistrots et tous les trucs que l'on peut trouver en ville, moi ces choses-là me manquent pas, mais je comprends très bien que si on est habitué à aller au bistrot et aller voir des pièces de théâtre ou aller voir des opéras ou aller régulièrement dans des petits ciné indépendants, tout ça, il y a un petit peu quand même à la campagne, il y a quand même un réseau, mais bon, il faut systématiquement prendre la voiture, etc., quoi. Et puis voilà, moi c'est pas forcément des choses qui me manquent tant que ça. Salut Damien, comment tu gères la cohabitation avec les chasseurs? Pas d'entrée sur ton terrain, point d'interrogation. Non, là j'ai un terrain qui est suffisamment près du village pour que les chasseurs ne puissent pas venir chasser. Je crois qu'il y a des distances entre les habitations et les coups de fusil. Donc ce terrain-là, il n'est pas... En plus, il y a des vaches autour, quoi. Donc c'est pas un terrain du tout de chasse, qui n'était pas un terrain de chasse avant que j'arrive. Donc de ce côté-là, pas de souci. On a un autre terrain qui se situe à 5 minutes en vélo.
je sais pas, à vol d'oiseau, ça doit faire un petit 2 km, j'en sais rien. Et là, c'est un terrain très boisé, et là, il y a des chasseurs qui vont sur ce terrain-là, et on les laisse chasser sur ce terrain là-bas. Voilà, ils chassaient avant qu'on arrive, ce terrain, on n'en a pas trop utilité, donc on laisse les chasseurs sur l'autre terrain, mais ce terrain-là, l'autre terrain, il fait 3000 mètres, et là, ici, on a 4 hectares. Donc voilà, 4 hectares où il n'y a pas du tout de chasse, et les 3 autres 1000 mètres, on laisse les chasseurs chasser comme ils ont toujours eu l'habitude de faire. Voilà. Donc voilà, mais effectivement c'était quelque chose qu'on a pris en considération, c'est-à-dire que quand on a un terrain avec un passage de chasseurs et tout ça, on ne peut pas forcément faire tout le temps les mêmes choses que si on n'a pas de chasseurs. Donc c'était une des réflexions à avoir, et souvent j'ai remarqué plein de fois des personnes qui n'avaient pas pris en compte ce petit détail-là, en fait, qui est est-ce que j'ai des chasseurs qui vont venir sur mon terrain. Voilà. Et après du coup, si on interdit la chasse sur le terrain, on peut rentrer dans des conflits, etc. Puis les chasseurs peuvent ne pas l'entendre, ils chassent là depuis des générations, toi tu viens d'arriver, tu prends le terrain, et pour qui tu te prends, etc. Donc c'est pas toujours évident. Et donc c'est un des facteurs à prendre en considération lors de l'acquisition d'un terrain, il me semble. La chasse et comment est-ce que nous on est capable de s'entendre ou non avec des chasseurs. Comment s'est fait le changement de région et sur quels critères qu'a entraîné ce dépaysement? Les cultures et le rythme ont-ils été modifiés? Pouvoir disposer d'un ruisseau, que cela modifie-t-il dans la vie des cultures et dans la sienne propre? Mentalement, as-tu ressenti une amélioration de ton horloge biologique? Comment les autochtones t'ont-ils perçu à ton arrivée dans cette nouvelle région? Quels sentiments éprouves-tu à l'égard de ta région actuelle? Serais-tu susceptible d'en changer encore? Et si oui, pour quelle région? Vers quelle autre région? L'eau, un des critères, non. Le premier critère qui m'a fait changer de région, c'est le prix. Acheter une ferme, des hectares dans le Var, c'était clairement inaccessible financièrement pour moi. Impossible à acheter pour moi dans le Var. Une maison, ne serait-ce que d'acheter une maison dans le Var, pour moi c'était totalement impossible. Je n'ai pas les moyens de m'acheter une maison dans le Var. Donc là, ici, j'ai pu m'acheter une ferme avec des grands terrains. Dans le Var, j'avais juste, pour ceux qui ont suivi depuis le début, une petite maisonnette, un cabanon en terre paille, quoi. Donc le premier critère, ça a été financier, voilà. Deuxième critère, l'eau. Je voulais de l'eau, donc une région plutôt humide. Et là, donc c'est parfait, quoi. Qu'est-ce que ça a entraîné comme dépaysement? En fait, j'ai dû me réadapter, mais c'est pas tant différent que ça, en fait, hein. Et en plus, ce que je connaissais, c'était même plus simple. En fait, en arrivant ici, étant habitué à vivre dans des terrains chauds et secs, sans eau, ou très peu d'eau, ou pas beaucoup d'eau accessible, en venant ici, en me trouvant sur un terrain où il y avait de l'eau, c'est vraiment beaucoup plus facile. Donc les cultures sont plus simples pour la plupart, quoi. D'ailleurs, on voit que mon potager, il est vraiment au top ici, alors que dans le Var, il souffrait parfois de la chaleur, donc plus simple. Après oui, il y a des trucs qu'on ne fait pas pareil, parce que le climat, c'est pas exactement le même, mais il n'est pas tant différent que ça, dans le sens où le terrain que j'avais dans le Var, ils avaient des pics de froid qui pouvaient descendre très bas, même s'il pouvait faire très chaud l'après-midi. Et là, les pics de froid que j'ai ici sont pas beaucoup plus bas, même ils sont pas plus bas en fait. Donc finalement, je peux cultiver quasiment plus de choses ici que ce que je ne pouvais dans le Var. Voilà. Donc avoir de l'eau, ça simplifie, ça détend, hein. Je vois qu'il y a pas mal de gens tendus parce qu'ils n'ont pas d'eau. Effectivement, c'est un des facteurs limitants, le manque d'eau. Moi j'ai de l'eau, c'est plus simple. Comment les autochtones? Ouais, j'étais très bien accueilli. Je ne les appelle pas les autochtones, hein, les gens d'ici, mais j'étais très bien accueilli en fait. Dans les régions souvent dépeuplées, les gens, quand ils voient qu'on arrive avec un projet, en tout cas ici, ils ont été plutôt accueillants et bienveillants. Voilà. Alors que dans le Var où j'habitais avant, les gens ont plutôt tendance à être envahis par les touristes ou les gens qui achètent des maisons de retraite, des maisons secondaires pour passer les vacances. Et j'ai l'impression que dans le Var, les gens sont assez réfractaires aux nouveaux arrivants parce que cette impression d'être envahi par les touristes est assez présente dans le Var. Et ici, les gens sont plutôt contents de voir des gens arriver avec des projets. Je caricature, attention. Donc voilà, quel sentiment éprouves-tu? Je me sens apaisé dans cette région. Je me sens apaisé et je me sens dans mon milieu, dans mon biotope. Je me sens bien accueilli.
Serais-tu susceptible d'en changer encore? C'est pas prévu parce que voilà quoi. Déjà, je suis parti du Var alors que mes arbres fruitiers commençaient à être magnifiques et j'ai dû les abandonner. J'ai pas envie de recommencer ça. Mais après, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Donc, c'est pas prévu, mais pourquoi pas. Et quelle région? Peut-être encore légèrement plus au nord. Hein. Ouais. De l'eau, je sais pas, moi, une région que j'ai visitée là, il y a pas longtemps qui m'a beaucoup plu. Je vous ai fait une vidéo sur mon potager en décembre et on va voyager. C'était la Brenne. La Brenne, c'est vraiment une région que je ne connaissais pas et en allant visiter cette région, c'est à 2 heures de chez moi, hein, c'est vraiment magnifique et c'est très sauvage. Voilà. Après, ce que j'ai un peu, c'est vraiment magnifique, très sauvage, il y a de l'eau, il y a vraiment des beaux endroits. Donc ça pourrait être par exemple la Brenne, mais ça pourrait être la Bretagne, ça pourrait être la Creuse, ça pourrait être plein d'endroits. En fait, moi, si je devais aller quelque part, ça serait peut-être dans un autre endroit à la campagne, mais clairement, j'ai pas prévu de déménager. Alors, ton jardin est-il visitable? J'habite la Corrèze, et j'adorerais pouvoir voir de mes propres yeux ton travail et échanger avec toi. Alors, mon jardin, là, ça fait 5 ans qu'on est ici. Pendant 3 ans, enfin, en fait, ça fait depuis 2009 qu'on a créé une association qui s'appelle La Graine Indocile. Depuis 2009, régulièrement, j'organise des visites de jardin, que ce soit dans mes jardins dans le Var. Là, après, on a déménagé ici, on a eu des visites régulièrement sur ce jardin ici. Et là, on va dire que j'ai eu une overdose de gens, en fait, d'humains. Je suis quelqu'un de très solitaire et de voir beaucoup d'humains en permanence visiter mon jardin, expliquer pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que... Et donc là j'ai fait un peu une saturation, en fait, c'est ça. Ouais, j'ai fait un peu une overdose de visites de mon jardin. Donc clairement l'année dernière on a arrêté les visites du jardin. Cette année je ne fais pas de visite de mon jardin. 2023, ouais, peut-être que ça reprendra en 2024, mais là j'ai vraiment besoin de couper un peu avec mon côté je suis connu, j'ai envie de voir ton jardin. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui ont envie de voir mon jardin et ça fait un peu trop en fait, c'est quelque chose d'un peu trop c'est difficile d'expliquer parce qu'à la base j'ai fait des vidéos pour montrer mon jardin, pour partager ma passion. Donc je suis content de partager ma passion, de montrer mon jardin avec mes copains, tout ça quoi. Et pendant des années j'ai fait ça et j'ai accueilli énormément de public et j'ai pu partager ma passion, montrer mon terrain, parler jardinage, échanger, tout ça. C'est ma passion de base, ça a été ma passion et là maintenant j'éprouve une envie de dire un peu stop. Voilà. Je pense que ça reviendra plus tard, l'envie. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir envie d'échanger, d'accueillir. Voilà. Là, je ne suis pas dans une envie. Donc pour cette année, non, pas de visite de jardin. Bref, je fais court. L'année dernière, pas de visite de jardin. Cette année, pas de visite de jardin. Peut-être en 2024, ça pourrait reprendre, mais ce n'est pas du tout garanti. Faites-vous des formations chez vous? Alors les formations, on essaye depuis qu'on est arrivé ici d'en faire au moins une par an. Des formations, c'est des formations qui durent 12 jours sur la permaculture. C'est vraiment très complet. C'est une formule qu'on aime beaucoup. Moi je fais ça totalement bénévolement. Hein. C'est des formations qui sont payantes. On fait venir des intervenants, on va visiter des fermes, on essaye de faire des trucs chouettes quoi. Et de mon côté, moi je suis bénévole, je suis le formateur principal. On essaye de faire ça depuis qu'on est là, on essaie d'en faire minimum une par an parce qu'on a vraiment énormément de demandes dans ce cas-là. Mais là cette année c'est pareil, j'ai décidé de faire une pause et de ne pas en faire cette année, pas de formation. Alors ça me fait rigoler aussi parce que dans les critiques, pour revenir aux critiques de tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui disent ah ouais que je me fais plein de sous avec les formations. J'en fais une par an et en plus je suis bénévole, je gagne 0 € des formations, donc les gens qui aiment bien raconter n'importe quoi peuvent s'amuser à dire n'importe quoi encore et encore. Donc voilà, l'association, elles sont faites avec La Graine Indocile et l'argent que l'on récolte quand on fait cette formation, ça nous permet de mener nos actions sur toute l'année. En fait, une formation où les gens payent leur stage. Hein. Nous, ça nous permet de payer les autres intervenants, de payer ce qu'on ne produit pas. Je ne produis pas d'huile d'olive, je ne produis pas de café. Donc voilà, les gens ils vivent sur place, donc ils consomment des choses et plein de trucs que je ne produis pas. Et du coup, l'argent qui nous reste après cette formation, ça permet à l'association La Graine Indocile de vivre à l'année, de faire toutes les actions que l'on mène toute l'année. Que ce soit avec les enfants du village, que ce soit par des conférences gratuites, que ce soit par je ne sais quelle autre action. Mais cette année, il n'y a pas de formation. Elle est longue ma réponse pour une question de course comme ça là.
Alors j'en profite qu'on en est à parler d'argent pour répondre à une critique que j'entends régulièrement et qui me paraît complètement à côté de la plaque, complètement folle, mais c'est pas grave, je vais prendre le temps d'y répondre. Il y a donc certaines personnes qui racontent que ce que je le fais pour l'argent et que je roule sur l'or et que je suis blindé et que je suis vraiment à la recherche d'argent en permanence. Alors les gens qui racontent ça, évidemment, ils sont complètement à côté de la plaque. Généralement, ils ne me connaissent pas du tout, ils ne m'ont jamais vu et ils racontent ça sur du fantasme. Alors première chose, j'ai une chaîne avec 400 000 abonnés, on est 400 000 à être sur cette chaîne et je refuse toutes les publicités. Donc cette chaîne pourrait gagner approximativement à l'année entre 15 et 20 000 euros grâce à l'argent généré par la publicité. Et moi, je refuse totalement cet argent parce que je ne veux pas avoir de publicité sur ma chaîne. De plus, comme ma chaîne n'a pas de publicité, YouTube ne la met pas en avant. Donc c'est un cercle un petit peu infernal dans le sens où plus on met de pub, plus YouTube nous aime et nous met en avant et plus on gagne d'argent. Et moi, donc j'ai refusé de rentrer dans ce système-là parce que je n'aime pas les publicités tout simplement. Alors je ne critique pas du tout les chaînes qui ont décidé qu'on fait un autre choix, qui décident de mettre les publicités. Chacun fait bien comme il veut, mais moi en tout cas j'ai pas envie de voir des pubs sur ma chaîne. Et si j'étais réellement intéressé par l'argent, je ferais d'autres choix. Deuxième chose encore plus importante financièrement, c'est que j'ai refusé tous les partenariats, tous les placements de produits. On m'a proposé des partenariats extrêmement lucratifs et des placements de produits qui m'auraient rapporté beaucoup d'argent. Et j'ai absolument refusé toutes ces propositions parce que j'ai pas envie de vendre quoi que ce soit. J'essaye plutôt de faire en sorte qu'on ait le besoin d'acheter le moins de choses possible. Donc j'ai toujours refusé ces placements de produits. Ce n'est pas un problème pour moi de refuser les publicités et les placements de produits parce que j'ai la chance d'être soutenu par des personnes qui apprécient mon travail et qui ont envie que je continue à travailler de cette façon. Donc je ne critique pas ceux qui font d'autres choix. Rappelez-vous également, il y a quelques années, je vous avais dit que j'avais refusé la télévision. On me proposait des projets télévisuels qui m'auraient rapporté vraiment beaucoup d'argent parce que les budgets en télé sont assez élevés. Et j'ai également refusé ça. Parmi les gens qui me critiquent, je ne crois pas que beaucoup auraient refusé 15 000 euros de publicité, plus des sommes encore plus importantes pour des placements de produits, qui auraient refusé la télé pour des sommes encore plus importantes. Je fais une formation par an, je suis totalement bénévole lors de cette formation. Et donc dire que je fais ça pour l'argent, c'est être vraiment complètement à côté de la plaque. Et en plus, c'est pas du tout me connaître. Les gens qui racontent ça ne m'ont, pour la plupart du temps, jamais vu, ne me connaissent pas du tout. Car je pense qu'il suffit d'avoir discuté un peu avec moi pour savoir que l'argent, ce n'est pas mon sujet prioritaire. Et puis ça ne m'intéresse pas plus que ça. L'argent, c'est pas quelque chose que je critique non plus. C'est-à-dire que pour moi, l'argent, c'est un moyen. Avoir de l'argent, ça permet à chacun de développer ses projets et de pouvoir aller plus loin dans ces projets qui ont besoin d'argent. Mais après, pour moi, ce n'est pas du tout la priorité. C'est un outil comme un autre. Bon, et bien voilà, j'ai fini pour les questions. Donc déjà, désolé pour toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Même désolé pour les questions auxquelles j'ai mal répondu. Répondu trop vite, j'en sais rien. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là en train de regarder cette vidéo, sans doute un peu trop longue. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux et à la prochaine. Ciao, ciao.